toutes et à tous, je suis Chloé Lemont et je vous souhaite la bienvenue à l'émission cette semaine dans Dautré. Durant cette émission, nous reviendrons sur des nouvelles marquantes de la dernière semaine. Donc, à l'affiche cette semaine, Henri Mondor, agent de sensibilisation et de communication pour l'entreprise inclusive Jeunes au boulot, nous parle justement de ce projet qui se nomme Jeunes au boulot. Nous avons rencontré Jean-Pierre Gagnon, qui est directeur général de l'organisme de bassin versant de la zone Bayonne, pour parler de la situation actuelle concernant les inondations. Le 26 février dernier, Amélie Hens, directrice générale de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec, a comparu devant le comité d'études du projet de loi C-10. Yves Perron, député de Berthier-Masquinongé pour le Bloc québécois et aussi porte-parole en matière d'agriculture, d'agroalimentaire et de gestion de l'offre, a tenu une conférence de presse le 3 mars dernier. Nous revenons sur celle-ci. M. Gérard Jean, maire de Lanoraie, est venu à nos bureaux plus tôt cette semaine pour revenir sur la séance du conseil municipal qui s'est tenue le 1er mars dernier. Le 2 mars avait lieu la séance du conseil municipal de Saint-Ignace-de-Loyola. Nous avons parlé avec Xavier Lemire, employé de CTRB du programme Desjardins Jeunes au travail. Le 3 mars, le premier ministre François Legault a annoncé que Lanaudière resterait en zone rouge lors d'une conférence de presse. Et nous terminons avec la chronique astrologie de Xavier Lemire. Donc, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission de cette semaine dans Dautré et pour de nouveaux reportages. Ne manquez pas nos bulletins de nouvelles tous les jours en semaine à compter de 18h et en reprise à 12h30. Sur ce, bonne émission et bonne semaine. En fait, c'est un projet qui est soutenu par le Centre Point d'appui de Lanaudière, le service spécialisé de main-d'œuvre SR2. Okay. C'est cet organisme-là qui est à Joliette, qui est à Repentigny et qui est également à Mascouche. On a 3 bureaux dans la région et qui englobent, en fait, qui travaillent pour toute la région de Lanaudière. C'est donc eux qui ont fait une demande au gouvernement pour présenter un projet pour accompagner, je vais dire ça comme ça, au lieu de dire pour aider, c'est plus pour accompagner les jeunes qui ont une différence, je vais dire ça aussi comme ça. C'est soit qui ont un handicap mental, un handicap physique, ça peut être aussi des troubles de dysphasie ou des troubles d'autisme. Okay. En fait, et c'est des personnes aussi qu'il faut qu'ils aient quitté le monde de l'éducation. Okay. Il ne faut plus qu'ils soient à l'école présentement. Et il faut qu'il y ait entre 15 et 30 ans. OK, parfait. Puis c'est ça, vous, en fait, vous les aidez à trouver un emploi, en fait? Ou... Oui, bien en fait, le projet, il y a toute l'équipe de SR2 qui est là, qui nous soutient en arrière, mais pour le projet comme tel, on est 2. Okay. Il y a moi qui est l'agent de sensibilisation et de communication. Et il y a aussi un agent à l'intégration qui, lui, accompagne les personnes. Okay. Pour voir à ce que ça se passe comme il faut. Mais je vous dirais aussi pour aller voir initialement, avant d'engager qui que ce soit, pour aller voir l'entreprise, le commerce, voir un peu c'est quoi leurs besoins, voir aussi c'est quoi l'environnement pour qu'on réussisse à choisir la bonne personne pour le bon emploi. Est-ce que vous avez beaucoup... Comment ça fonctionne, exemple, pour les employeurs? Est-ce qu'ils viennent, ils vous contactent ou c'est vous qui les contactez? Comment je pourrais dire qu'ils sont sélectionnés, si je peux dire ça comme ça? Bien, les deux façons fonctionnent. Okay. Moi, naturellement, en tant qu'agent de sensibilisation, je vous dirais que mon premier volet, c'est justement d'essayer de trouver des entreprises qui vont être intéressées à participer au projet. Mais on est à peu près sur tous les panneaux numériques, les panneaux électroniques dans la région de Joliette. On est à Crabtree. Sur les panneaux, on fait un genre de publicité pour inciter les entreprises et les organismes, ça va jusqu'aux organismes à but non lucratif, de nous contacter justement s'ils ont un intérêt ou s'ils ont un besoin d'employés. Parce que le projet, c'est non seulement on fait du placement, mais on fait de l'accompagnement. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un volet qui est là pour aussi accompagner au niveau monétaire l'entreprise qui va être prête à donner un peu de son temps pour engager ces personnes spéciales-là. Okay. Ce qui fait que c'est l'équivalent du salaire minimum. Puis là, variant de c'est quoi les conditions, ça peut aller jusqu'à 15 semaines à 35 heures semaine à temps plein. Okay. Effectivement, en fait, ça a été comme mon premier mandat quand j'ai été engagé au mois de septembre à peu près. Là.
c'était justement de mettre en place un site web, une page Facebook, faire aussi des outils, un dépliant, aller chercher aussi les adresses des entreprises qui seraient possibles, mais aussi les radios, les télévisions comme vous, pour qu'on puisse aussi passer notre message. Et puis, effectivement, on a travaillé avec les entreprises, une entreprise de Joliette. On était en soumission. Et c'est Guidi qui a eu le contrat. Il travaille très bien. Fait qu'on a fait vraiment un beau site web qui est très simple d'utilité. Mais encore une fois, nous, il faut penser à ça aussi. Là. Il y a des personnes qui vont aller là qui n'ont pas la facilité de cliquer sur n'importe quoi. Là. Fait qu'il faut vraiment que le site soit facile d'accès et facile de lecture et de recherche. Là. Fait que on a réussi à faire tout ça. Fait que oui, on a un site web. Là, l'adresse est un peu compliquée. Je ne sais pas comment... C'est Jeunes au boulot. Je vais le dire, tout simplement. Jeunes au boulot, mais avec un S. Les jeunes au boulot. _lanaudière.québec. Le dépliant. J'ai facilité les choses pour que les personnes puissent aller le chercher plus facilement que d'essayer de le trouver sur le site web. Là. Voilà. Et c'est ça, j'ai un petit peu été à faire un jeu de mots à la pêche là, pour savoir un peu l'état actuel de la situation. Je dirais que avec le printemps qui s'annonce, on n'est pas tout à fait rendu encore au printemps, mais avec les couverts de neige qu'on a, avec les prévisions qu'on a, il semblerait toujours être prudent, mais qu'on devrait quand même avoir un portrait assez correct pour les inondations pour le printemps 2021. Quoique ça peut toujours être, comme je vous disais, il faut être prudent, ça peut changer. On est quand même encore à 1 mois. Actuellement, dans les observations qu'on fait à la zone Bayonne, la débâcle est toujours à peu près entre le 26-27 mars, aller jusqu'au... des fois, c'est aussi tard que le 11-12 avril, mais ça se produit pas mal dans ces eaux-là. Alors, à date, oui, on a eu un petit redoux, mais on a eu un petit peu de pluie. Mais de l'état des rivières, c'est pas présentement, rien d'alarmant. Je vous dirais que quand notre réflexion ensemble là, par rapport aux inondations, c'est sûr que nous, à la zone Bayonne, cet organisme-là, comme j'en ai déjà parlé à CTRB, existe depuis 17 ans. Et que dans les 5 années qu'on vient de passer, je dirais à partir de 2016, oui, on a eu comme une forme d'accélération ou d'accroissement d'épisodes de crues soudaines. Et ça fait que, bon, on travaille en collaboration avec tous les intervenants qui peuvent, quand il y a des inondations, je veux dire, doivent agir rapidement, comme la MRC, la sécurité publique, les services incendies. On a le ministère de l'Environnement aussi. On sait que le traumatisme de 2017 et 2019 ont été quelque chose de très, très difficile à passer. Et récemment, je dirais que dans les événements récents qu'on a eus en termes d'inondation, parce que toutes les fois qu'on a des inondations, on apprend. Et nous, on cumule, puis on documente, puis on tente d'apprendre pour les fois d'après. Mais récemment, on a quand même eu en 2020 l'épisode du 13 avril. Un épisode de pluie qui a été très, très fort. Puis d'ailleurs, vous allez pouvoir voir des photos. Je vais vous faire parvenir des photos. Parfait. Tout récemment, le 25 décembre passé, même, ça fait à peine, même peut-être un mois, pas tout à fait un mois et demi, on a eu encore un autre épisode où est-ce qu'on a vu les rivières il y avait déjà un couvert de glace et les rivières ont été en inondation. Donc, juste au cours de 2020, pour les rivières dont on a la charge, la Chaloupe, la Bayonne, la Chicot, on a vu 2 épisodes qui ont été préoccupants. Quoi qu'il n'y a pas eu, comme le 13 avril, même le 13 avril passé, on a dû des résidences qui ont dû être évacuées à cause de la force de cette crue-là. Mais il y a eu une très bonne réactivité. On a travaillé en collaboration avec la MRC d'Autrey, puis les municipalités de Sainte-Élisabeth, Sainte-Geneviève. Fait que c'est ça, c'est qu'on essaie d'être le mieux préparé possible quand ça arrive, parce que là, on apprend qu'on a
dirais, il faut le documenter, là, mais on a de plus en plus fréquemment. On a 3 stations. On a Contrecœur, le lac Saint-Pierre et la station de Sorel qui donnent les niveaux du fleuve. Okay. Donc, on peut savoir, c'est ça, même je vous ai envoyé, je pense, c'est 4 stations de mémoire. On a celle de Sorel, Contrecœur, lac Saint-Pierre. Et ces 3 stations-là sont gérées par le gouvernement fédéral, Pêche et Océan Canada. Et je vous en ai envoyé 2 qui sont gérées par le Centre d'expertise hydrique du Québec, celle de la Noret et celle de la rivière Bayonne. Ouais. Donc, ces stations-là, les graphiques que vous voyez dessus, il y en a sur certaines, vous pouvez lire un relevé qui est mis à jour à toutes les 15 minutes des niveaux. Donc, quand on voit, à un moment donné, quand on a un épisode de pluie, on voit la réactivité du cours d'eau. En l'occurrence, le fleuve Saint-Laurent, je veux dire, c'est un méchant cours d'eau. On se dit que le bassin versant, 1 600 000 km² de bassin versant, la masse d'eau qu'on a en amont, on sait qu'on a besoin d'avoir des instruments de mesure parce que quand le fleuve se fâche, on a vu en 2017-2019 que ça peut être pas beau. Ouais. Mais les autres aussi, comme je vous disais, celle de la rivière Bayonne, la station hydrométrique de la rivière Bayonne, que vous avez sur le lien aussi, vous donne, bien ça, on voit la réactivité quand on a un épisode de pluie ou à la fonte des glaces, ou même ça nous aide à mesurer aussi, des fois quand on est en période de sécheresse, on peut voir des fois ça descend très très bas parce que comme l'été 2020, on a eu des épisodes très secs. Alors voilà, c'est ça, ces instruments-là peuvent vous aider. Et je vous invite aussi, il y a un lien qui s'appelle InfoCru. InfoCru qui est géré, c'est un projet qui est géré par le Centre d'expertise hydrique du Québec, le CEHQ. Donc, je peux même vous donner le lien tout de suite, le cehq.gouv.qc.ca. C'est aussi alimenté par le regroupement des organismes de bassin versant du Québec, avec l'organisme de bassin versant de la zone Bayonne aussi, on est impliqué là-dedans. Donc, on est en train de, comme je dirais, tout le temps, en continu d'acquérir des outils pour réagir le mieux possible en période d'inondation. Le bassin versant du fleuve Saint-Laurent, quand on pense que devant Berthierville, quand on traverse le fleuve à la traverse, c'est un bassin versant, comme je vous disais tantôt, 1 610 000 km². Et le bassin versant du Saint-Laurent, c'est 25% de l'eau douce sur la planète qu'on a. Et c'est un des plus longs estuaires au monde. 1200 km de voies navigables quand on rentre par le Golfe. Et quand on part, j'ai fait un petit calcul hier, quand on passe devant les îles de la Madeleine, aller jusqu'à Thunder Bay, c'est 3500 km de distance. Et si on fait la même ligne, on arrive, mettons, des îles de la Madeleine, aller jusqu'en Irlande, c'est 3500 km. Donc, on navigue sur la voie navigable, on navigue, c'est presque comme si on traversait l'Atlantique. C'est de distance, alors on ne voit pas ça. Et le débit, c'est 12 000 m3 seconde. Donc, moi, j'ai un peu l'impression qu'on ne peut pas faire quelque chose de sensationnaliste, mais qu'on deal avec un monstre quand on parle du fleuve Saint-Laurent. Et quand on parle des Grands Lacs, évidemment, tout notre bassin des Grands Lacs est en haut, lac Huron, Ontario, Michigan, Erie supérieur, bien, on a... le dernier, c'est 82 350 km², le lac supérieur, et sa profondeur est à 406 mètres. Donc, c'est inimaginable les masses d'eau qu'on a en haut. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est un très grand plaisir de pouvoir parler devant les membres du comité permanent de patrimoine canadien. C'est la première fois. Et on est très content de ce breakthrough. Monsieur le Président, laissez-moi vous présenter les divisions communautaires au pays. On est établi, en fait, dans tout le pays depuis plus de 50 ans. Au Québec, en particulier, il y a au-dessus de 40 télévisions communautaires autonomes réparties dans 14 des 17 régions administratives de la province. Il y en a 30 de plus dans le reste du Canada, donc on constate que finalement c'est très peu comparativement à ce qu'il y a au Québec. Il y en avait au-dessus de 300 dans les années 90, mais le manque de spécificité et de guidelines
pour la télévision communautaire autonome a fait en sorte qu'ils sont disparus peu à peu au fil des modifications des lois du CRTC, entre autres. Nos télévisions produisent en moyenne 6 heures de programmation originale par semaine, dont le tiers est dédié à l'information, ce qui est quand même énorme. C'est 200 emplois à temps plein, 70 temps partiels contractuels et plus de 1500 bénévoles qui sont dédiés à la production locale. Les TV ont en général un budget qui varie entre 45 000 et 500 000 par année, donc c'est un très grand éventail. Au Québec, on a la chance d'être financé par le ministère de la Culture et des Communications, en plus de recevoir une partie des investissements qui sont faits dans les publicités gouvernementales. Ça, c'est quelque chose qui n'existe pas au niveau du fédéral ni dans les autres provinces au niveau provincial. L'élément communautaire, c'est essentiel au système de radiodiffusion canadien. L'élément communautaire, c'est un des 3 piliers du système canadien avec l'élément privé et public. Puis on a plus que jamais aujourd'hui besoin d'un robuste système de radiodiffusion communautaire. Ça fait plusieurs années qu'on voit les salles de presse fermées, alors que les modèles d'affaires commerciales ont de la misère à s'adapter à la concurrence numérique, entre autres. Les communautés en dehors des grands centres sont abandonnées et deviennent des déserts médiatiques assez rapidement. Puis les études démontrent en fait clairement que le manque de représentation locale compromet la démocratie canadienne. Donc les radios communautaires, les radiodiffuseurs communautaires, nous on est là. On est des organismes locaux à but non lucratif créés par et pour les citoyens. Puis on s'assure en fait que les minorités, les populations locales aient accès aux plateformes d'expression traditionnelles et numériques, ce qui est très important. L'avantage des médias communautaires, c'est qu'ils font partie de la communauté, ils sont implantés à long terme, collaborent, offrent une visibilité aux entreprises, aux organismes communautaires, sportifs, aux artisans et aux artistes locaux, aux établissements d'enseignement et évidemment aux différents paliers de gouvernement, que ce soit municipal, local, provincial, fédéral, aux élus, en fait, qui n'auraient pas de voix dans les médias traditionnels nationaux ou régionaux. Le modèle communautaire, il est efficace, il est efficient et il est durable, puis on peut produire, en fait, beaucoup moins que ce qui est fait dans toutes les compagnies privées. On répond, en fait, à un besoin de programmation locale de la médiasphère canadienne. Puis on est très inclusif, on s'assure que les communautés locales aient une représentation et l'éducation et la formation, c'est aussi une des missions principales, en fait, de la division communautaire. Puis pour réaliser cette mission-là, justement, on a besoin de plus de reconnaissance et de spécificité concernant notre rôle. Puis c'est dans cette optique-là, en fait, qu'on a fait les différentes demandes de modification à la loi qu'on vous a présentées. Voilà. Monsieur le Président, le but de ce projet de loi est de protéger la gestion de l'offre, la rendre intouchable dans les futures négociations internationales. Le gouvernement a mis notre modèle agricole sur la table lors de la négociation des 3 derniers accords de libre-échange. Et il a perdu. On nous promet des compensations pleines et entières depuis 2015 sous les conservateurs. En menaçant l'intégrité de notre système agricole, le gouvernement nous fait perdre près d'1 demi-milliard de dollars par année. On a besoin des compensations. Une seule des productions a véritablement eu droit à des prévisions. Les autres ont eu droit à une annonce d'un montant global. Deuxièmement, les transformatrices et transformateurs sont complètement évacués par l'annonce. Troisièmement, il n'y a rien qui concerne l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qui est pourtant le plus dévastateur pour la gestion de l'offre. Quatrièmement, c'est que même si les compensations sont éminemment souhaitables et nécessaires, il n'y a rien qui vient remplacer une véritable brèche dans un système qui a fait ses preuves. Tous ces déséquilibres ont un dénominateur commun, les concessions au système de la gestion de l'offre dans le cadre de négociations entourant le commerce international. Il faut donc mettre un terme à cette opération de démantèlement en empêchant le Canada, par force de loi, de mettre la gestion de l'offre sur la table. Vous pouvez demander d'appuyer le projet de loi du Bloc québécois visant la protection de la gestion de l'offre une fois pour toutes. On doit préserver ce qui reste de notre souveraineté alimentaire. Merci.
Pierre. Donc, évidemment, on travaille également en parallèle sur les compensations, mais le sujet d'aujourd'hui, c'est principalement C216. Et pourquoi on vous en parle cette semaine? C'est parce que la semaine prochaine, le 8 mars, il y aura une autre heure de débat et le 10 mars, il y aura le vote. Et le vote qui a lieu le 10 mars, c'est pour envoyer ce projet de loi-là pour se faire étudier en comité. Alors, nous, on vous demande de contacter vos députés, de les inciter à voter en faveur de ce projet-là. Il y a un parti politique qui promet, la main sur le cœur et la larme à l'œil, qu'il va protéger la gestion de l'offre, a une obligation morale de, minimalement, envoyer ce projet de loi-là en comité. Là, ça ne sera pas effectif le 11 mars. Là. On va l'envoyer en comité, puis là, on va l'étudier correctement. Alors, tout politicien qui vous répondrait, « Ah, ça dépend comment c'est écrit. Ah, faut voir les impacts secondaires. Ah, faut voir si c'est constitutionnel. » En passant, nous, on a une étude qui dit que oui, mais au-delà de ça, il n'y a pas d'excuse. Qui viennent en comité et que là, on amène des griefs. Et je vais vous assurer que mon très estimé collègue Simon Pierre, dans son comité de commerce international, sera très ouvert d'esprit parce que nous, ce qu'on veut au bout de la ligne, c'est que la loi passe, pas pour nous autres, pour notre monde agricole. Parce qu'au Bloc québécois, vous savez, quand on est arrivé là en 2019, nouvellement parti reconnu, les premières phrases qu'on a prononcées, c'est que nous, on est un parti de proposition. Puis on arrive là de façon constructive. Puis ce qu'on veut, c'est travailler pour notre monde. Puis quand on juge un projet de loi, on se demande pas si je vote pour ça, est-ce que ça va me faire gagner des votes. La première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est bon pour notre monde? Puis si c'est bon pour notre monde, on vote oui. Je donne un exemple très pertinent. Hier, M. Groslot, avec les 5 représentants des GO5 de toutes les gestions de l'offre, ont écrit une lettre aux chefs de partis fédéraux les enjoignant à adopter C216, mais aussi le projet de loi C208 qui, lui, vise à rétablir une injustice épouvantable au niveau de la succession des fermes. Puis c'est un projet conservateur, C208. Et vous savez quoi? M. McGuire, qui l'a déposé, m'a sollicité à l'automne 2019. J'ai signé un formulaire, j'ai co-parrainé le projet de loi et le Bloc québécois appuie C208, pas parce que c'est un projet de loi du Bloc québécois, parce que c'est un projet de loi qui est bon pour notre monde et qui est nécessaire et qui aurait dû être adopté il y a longtemps. Moi, j'invite tous les autres élus de toutes les autres formations politiques à faire la même chose. C'est une démarche non partisane qu'on fait aujourd'hui. Là, je m'étire plus que les autres journées. C'est parce que des fois, c'est ça. Il y a des événements qui nous font parler plus longtemps. Fait que je vais, sur ça, laisser la parole. Mais juste avant, il faut que je vous mentionne qu'avec le communiqué de presse, vous l'avez sûrement vu avec la Vie Média, on a lancé aussi une vidéo. Donc, il n'y a pas eu seulement la lettre d'hier. Dans la vidéo où Simon Pierre et moi faisons état de la situation en à peu près 2 minutes, nous avons en appui Daniel Gobeil des producteurs de lait, Ghislain Loyer des producteurs d'œufs d'incubation du Québec, Brian Bikes des producteurs d'œufs d'incubation du Canada, Alain Chalifou, président du Conseil industriel laitier du Québec, Benoît Fontaine, président des producteurs de poulet du Canada, Pierre-Luc Leblanc, président des producteurs de volailles du Québec, Paulin Bouchard, président des producteurs d'œufs de consommation du Québec, Darren Ferentz, président des éleveurs de dindons du Canada, Roger Pellicero, président des producteurs d'œufs de consommation du Canada, et Sylvie Cloutier, présidente du Conseil de transformation alimentaire du Québec, pour vous dire que ce projet de loi-là, il est demandé par tout le monde et c'est un appui massif. Donc, on demande, contactez vos élus, il faut qu'on fasse passer ça. Je vais commencer par certains points d'information. Parce que souvent, la période de questions est à la fin de la séance. Là, j'ai essayé de mettre ça plus au début, malgré que j'avais seulement qu'une question qui nous est parvenue ce mois-ci. Mais concernant le rang Saint-François et le chemin Joliette, bon, il est venu à mes oreilles qu'il y avait certaines inquiétudes de citoyens parce qu'il y a eu de la coupe d'arbres. Et puis, certains citoyens se demandaient si c'était fait dans les règles de l'art. Puis, effectivement, le permis avait été émis, puis ainsi de suite, parce qu'on sait qu'antérieurement, il s'était produit des choses. D'ailleurs, la municipalité est en processus dans cette affaire-là, mais il reste que là, lorsque j'ai entendu par rapport aux inquiétudes de citoyens, bien, la personne avait son permis. Et puis, ce que je voudrais informer aussi, en profiter, c'est qu'on va avoir une rencontre le 17 mars avec le ministère des Transports concernant, premièrement, la piste cyclable, que ça fait des années que j'en parle, de la fameuse piste cyclable entre Lanoret et Sainte-Geneviève-de-Berthier,
où est-ce qu'on a un tronçon qui est de 7 km qui n'a pas de bande asphaltée puis qui est très dangereuse. Donc, moi, ça fait plusieurs fois, j'ai même écrit l'an passé à notre ministre et puis avec copie conforme à M. François Legault, le premier ministre, pour les informer de la situation qui perdure. Ça fait 20 ans qu'on travaille ce dossier-là. Donc, puis en même temps, on veut parler de plusieurs demandes qu'on a, dont des traverses de piétons. On sait pour aller à la pharmacie de Mme Julie Bourgeois, au coin de la rue des Tilleuls, c'est que il y a une connexion avec le centre sportif, puis le parc, le terrain de baseball, tout ça. Donc, les gens passent tout là, mais il n'y a pas de traverse de piétons, puis il n'y a pas d'arrêt obligatoire non plus. Donc, ça fait en sorte que ça crée une intersection qui est très dangereuse pour nos citoyens. Puis on a d'autres, comme au coin de la rue José, puis Notre-Dame, là, où est-ce que j'ai même un citoyen en particulier, qui a même écrit au ministère des Transports par rapport à ça. D'ailleurs, dans le même ordre d'idée, on a aussi une question qui nous a été adressée, qui est en lien avec une question du mois passé, mais j'ai communiqué avec la citoyenne, puis on s'est parlé, puis elle est très consciente là, qu'on prend les procédures, puis elle nous a suggéré des choses qui est très intéressant. Et puis, d'ailleurs, elle a écrit une lettre à la députée ministre pour la sensibiliser, parce que c'est un endroit sur la 138 où est-ce qu'il est arrivé plusieurs accidents, dont un mortel il y a 1 ou 2 ans, je pense que c'est dans la dernière année. Donc, il faut que le ministère des Transports intervienne, mais on a de la difficulté. J'ai même déjà parlé avec le ministre, M. Bonnardel, du ministère des Transports. J'en ai déjà parlé ici. Puis, dans une rencontre avec le conseil d'administration de la FQM, parce que je suis sur le conseil d'administration. Et puis lui, il m'a vraiment exprimé là, que c'est pas facile avec le ministère des Transports. Je veux dire, c'est un endroit où il y a une culture d'implanter que c'est pas facile à changer. Là. Donc, et puis, concernant la prolongation de l'aqueduc, on sait qu'on a eu des demandes depuis 1 an ou 2. Là, je pense que ça fait pratiquement 2 ans que c'est en cours, ça. Mais on sait que c'est pas facile, surtout avec la pandémie. Mais on a mandaté une firme d'ingénieurs, tout ça, pour aller chercher de l'information. Puis là, on va procéder à une demande aux citoyens ils vont recevoir une consultation par écrit, tous les citoyens qui sont concernés, tout le côté ouest de la municipalité. Puis à ce moment-là, bien, on saura, là, parce qu'évidemment, ça prend plus que la moitié des citoyens qui sont d'accord pour qu'on continue. Là. Il va y avoir des montants approximatifs que ça va coûter là, pour avoir l'aqueduc. Donc, après ça, bien, ce que je voulais parler aussi, c'est qu'on s'est approprié un fonds, du fonds réservé pour les fosses septiques. On sait que lorsqu'on a élaboré le budget, on a fait attention, puis on n'a pas augmenté la taxe pour la vidange de la fosse septique. Mais étant donné qu'il y avait un petit manque dans ça, on a un fonds qui est spécifique aux fosses septiques qui est de 15 914. Donc là, on a passé une résolution pour s'approprier de 6 535 $, dans ce fonds-là. Puis comme je dis, l'objectif, c'était de ne pas augmenter. On a dit qu'on gelait les taxes, donc il a fallu aller en chercher un peu sur ça. On a déposé et adopté le projet pilote par rapport aux poules pondeuses. J'en avais parlé à la dernière séance, qu'on a eu une demande, on a vu qu'il y avait l'acceptabilité sociale par rapport à ça, et puis que même les gens qui n'en veulent pas nécessairement, ils semblaient en accord, là, en tout cas, moi, les contacts que j'ai eus, tout ça, ça venait nous dire là, que les gens étaient en accord, pourquoi il n'y en a pas. En fin de compte, on a passé le règlement pilote, hein, et puis on va voir comment ça va se produire. C'est un règlement qui est valide pendant 2 ans. Puis si ça va bien, bien, au bout de 2 ans, le conseil municipal pourra décider de l'implanter de façon à long terme.
Aussi, en 6.2, on a eu la nomination de la mairesse suppléante, qui va être Mme Josée Castonguay. Puis justement, j'avais un questionnement d'une citoyenne par rapport à cela, concernant un maire suppléant, parce que la madame, ce qu'elle m'a demandé, elle dit « Pourquoi il y a un maire suppléant? » Elle dit « C'est-tu parce que vous serez pas là, ou c'est-tu parce que vous allez vous absenter, ou c'est parce qu'il y a une question de santé? » J'ai expliqué non, effectivement. Puis là, j'en profite pour l'expliquer aux gens. C'est qu'un maire suppléant, ça existe dans toutes les municipalités. C'est une règle d'ailleurs du Code municipal. Et puis, même à tous les niveaux politiques, qu'on regarde au niveau provincial, fédéral, autant qu'au municipal, il y a toujours un vice-premier ministre ou une vice-première ministre au provincial, au fédéral. Puis ça, l'objectif de ça, c'est que si jamais il arrive une urgence ou quoi que ce soit, que le maire n'est pas là ou qu'il y a des documents signés puis que le maire n'est pas là, bien à ce moment-là, c'est la personne qui est là en suppléance qui va remplacer le maire. D'ailleurs, je donnais l'exemple quand il est arrivé la tragédie à Lac-Mégantic, c'est exactement ce qui s'est passé. La mairesse était en voyage. Et puis, c'est la suppléance, puis je ne me rappelle plus si c'était un maire ou une mairesse suppléante, là, qui a pris la relève en attendant que la mairesse revienne. Puis évidemment, dans un drame comme ça, bien, la mairesse est revenue en toute urgence de voyage. On a 2 ventes de terrain dans le parc industriel, puis c'est quand même très intéressant. On a vendu un terrain de 217 000 pieds carrés. À 3,25 $ le pied. Puis ça, l'entreprise qui va s'installer là, premièrement, ça va créer certains emplois. Et puis aussi, ça s'appelle Harvest. Et puis, c'est quand même une vente qui tourne autour de 710 000 $. Et puis, eux autres, c'est pour faire de la culture verticale. Donc, la salade, des herbes, etc. Là. C'est une nouvelle forme d'agriculture qui prend forme, là. On voit ça un peu, là, ça commence à naître, ces choses-là. Donc, cette entreprise-là qui nous a fait une offre d'achat. Après ça, on a eu une autre vente de terrain qui est dans le fond, on va séparer les terrains, parce que c'est la même portion du cadastre. Présentement, on va faire une opération cadastrale sur ce terrain-là. C'est qu'il y en a un autre qu'eux autres achètent une partie d'environ 50 000 pieds carrés. Puis eux, c'est à 4 $ le pied carré. On sait que les prix varient selon l'entreprise qui s'installe, puis selon aussi la grandeur de terrain qu'ils achètent. Et puis ça, c'est un autre 200 000 $, donc ça fait pas loin d'1 million, là, 900 000 $. Ça va être une compagnie de comptoirs quartz. Fait que c'est quand même intéressant qu'ils viennent s'installer dans notre parc industriel. Ensuite de ça, on a aussi autorisé l'achat de 2 bornes de recharge pour les véhicules électriques qui devraient être installées à Jean-Bourdon, selon les discussions qu'on a eues. 2021, Saint-Ignace-de-Loyola, j'ai le regret de vous annoncer qu'on a décidé, le Conseil, qu'il n'y aura pas de camp de jour encore cette année, vu que c'est les mêmes restrictions que l'année passée, donc on n'a pas les emplacements pour faire le camp de jour, donc on n'a pas assez d'espace. Donc c'est sûr que le Conseil, on regrette, mais écoutez, on espère qu'en 2022, on va pouvoir repartir notre camp de jour. Un proposeur. M. Gilles Courchaine, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. On a les dons. Ce mois-ci, les dons, on a Place aux jeunes, 200 $. Ça, c'était. La Place aux jeunes, avant, ils nous demandaient 187 $ parce qu'il allait chercher un montant dans toutes les 15 municipalités de la MRC d'Autrey. C'était réparti selon la population. Là, cette année, ils ont changé les choses, ils nous demandent un montant fixe. Donc, au lieu de donner 187 $, le Conseil, on s'est entendu, on va donner 200 $. Fait que ça me prendrait... on va passer les deux en même temps, je pense. Puis aussi, on a la garde côtière auxiliaire qui nous demande 500 $, parce que l'an passé, la garde côtière auxiliaire, c'est toutes des bénévoles qui se promènent dans les îles, autant dans toutes les rues, que ce soit dans la rivière en face de Berthier, entre les Dupol et le Castor, entre Saint-Ignace, puis ils se promènent, puis ils font du sauvetage, ainsi de suite. Puis c'est tous des bénévoles. Puis l'année passée, ils n'étaient pas supposés de faire rien.
bien, le fédéral, à un moment donné, il les a autorisés à aller. Fait que là, le 500 ce qu'ils nous demandent, c'est qu'ils demandent 250 pour l'année 2020, puis ils nous demandent 250 pour le 2021. Fait que c'est ça qui totalise, puis je vous dis, je pense que, puis même, il y a beaucoup de monde qui se promène dans les îles qui disent qu'ils les voient souvent. Donc, c'est la garde côtière qui est là pour faire du sauvetage, puis je pense que c'est une bonne chose pour le montant qu'ils nous chargent, puis en plus, c'est des bénévoles. Fait que ça prend le proposeur, M. Pierre-Luc Guertin, M. Louis-Charles Guertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Ça, c'est des dons. OK, on s'en va dans le Varia. Dans le Varia, bien, on va passer à une résolution pour féliciter M. Louis-Vincent Barthes pour l'édition de son livre « Les chroniques d'un marin ». Vous savez que M. Barthes, c'est un navigateur, donc, je pense que c'est depuis 2014, il fait tout le temps des petites chroniques qui envoyait ça à ses amis. Mais là, il a décidé d'en faire un livre, puis il a été édité par les éditions Gibb. Donc, ça prendrait un proposeur, M. Roy Grégoire, M. Daniel Valois, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. Merci beaucoup. Aussi, je vais vous annoncer que je ne peux pas vous dire exact, mais je vous dis, il y a une rencontre prévue avec Mme Laforêt par Zoom pour justement les chalets dans les îles et je vous dirais les chalets dans les îles, pas rien pour Saint-Ignace. On va parler aussi, parce que je vais essayer que M. Péloquin, M. Michel Péloquin, le maire de Sainte-Anne, et M. Sylvestre de Saint-Barthélemy, j'aimerais ça, je vais parler avec M. Saint-Louis pour qu'ils puissent assister par Zoom, eux autres, avec de chez eux, sûrement, parce qu'ils sont dans le comité pour la sauvegarde pour nos îles, les chalets dans les îles. Puis c'est justement ça, on veut lui parler de ça, mais c'est pas rien que les chalets dans les îles non reliés à la terre. On va parler aussi pour les permanents qu'on a ici, puis aussi je veux parler, puis je parlerai pas pour rien que pour Saint-Ignace, je parle pour tout l'ensemble du lac Saint-Pierre au complet. Fait que c'est qui, Mme Laforêt? Mme Laforêt, c'est la ministre des Affaires municipales. Fait que ça, c'est à titre d'information. Aussi, bien là, il y a eu pour Laurent Saint-Luc, Moi, c'est que dimanche après-midi, je suis promené dans Laurent Saint-Luc, puis Laurent Saint-Luc, il y avait à peu près 18 à 20 personnes qui se promenaient dans une marche de Laurent Saint-Luc. Puis ils m'ont fait une remarque de quoi Laurent Saint-Luc était dans une élémentale. En piteux de OK, parfait. Écoutez, la seule chose que je peux vous répondre, c'est qu'on va en discuter, puis on verra si, avec les montants d'argent qu'on a, ce qu'on peut faire. Si on est capable de faire quelque chose, c'est sûr et certain que si on décide de refaire Laurent Saint-Luc, bien, je vais vous dire une chose, on va faire prendre des jours pour analyser le sol. Parce que si le sol n'est pas bon, je ne voterai pas l'asphalte pour mettre une asphalte après pour qu'on va la perdre au bout de 2, 3, 4 ans. On va faire analyser une étude de sol dans la rue. Puis s'il faut creuser, puis ôter, puis remettre comme qu'on a fait dans le Saint-Joseph, puis dans Saint-Isidore, on le fera. Mais on va regarder avec les montants qu'on a. C'est sûr et certain que je comprends que Laurent Saint-Luc est peut-être pas beau. Puis si on n'a pas les moyens, bien, on va faire, avec la machine qu'on va louer pour faire boucher tous les trous, on va le faire. Mais on va essayer de faire du plus qu'on peut avec l'argent qu'on a. Nous sommes en compagnie de Xavier Lemire qui a commencé à travailler avec ce programme-là à CTRB. Donc, peux-tu me parler un peu de comment fonctionne ce programme-là? Le fonctionnement, c'est quand même assez simple. Je pense que c'est vraiment un intermédiaire entre l'employeur et le jeune qui connaît pas trop le monde du travail, qui ne le connaît pas du tout, en fait. C'est vraiment les premiers pas vers le monde du travail. Donc, moi, comment je l'ai vécu, je pense que ça l'a changé au fil du temps. Moi, sur les murs de mon école, il y avait pour postuler, là, ça disait les qualifications, ce qu'ils recherchaient, les différents postes. Parce qu'il y avait CTRB à l'époque, mais il y avait aussi différents restaurants, il y avait aussi peut-être animateurs de camp de jour, des choses comme ça. Mais donc, moi, c'était sur papier, mais je pense que vous me disiez tout à l'heure qu'on peut aller sur Internet, puis on peut trouver les emplois qui sont offerts. Donc, j'ai postulé directement par là. Et la dame en orientation qui supervisait tout ça me dit de me rendre à une conférence. Et à cette conférence-là, on nous préparait à comment faire un CV. Donc, c'est sûr que j'étais jeune, je ne savais pas du tout comment faire. Donc, ils m'ont montré comment faire tout ça, marquer notre expérience. C'est sûr qu'on n'a pas trop d'expérience, mais ce qu'on aime, des choses comme ça. Donc,
après avoir fait cette conférence-là, qui nous a donné beaucoup d'outils pour nous préparer, pas juste à faire un CV, mais à faire l'entrevue. Je me suis rendu à Desjardins, qui faisait les interviews. Donc, c'est vraiment pas l'employeur directement qui fait l'interview, mais le programme est Desjardins. Donc, ça met un stress de moins, si on peut dire, parce que on sait que si ça marche pas, tu n'as pas à te présenter devant l'employeur lui-même. Il y a vraiment un intermédiaire, puis on peut même postuler pour un différent poste. Donc, c'est ça. J'ai fait mon entrevue, puis j'ai eu l'emploi. Donc, je suis vraiment content d'avoir passé par ce chemin-là. Parfait. Puis bon, tu es encore à l'emploi à CTRB. Peux-tu me parler de ton expérience? Ah, j'ai adoré ça, mon expérience. Ça fait 4 ans, 5 ans que je suis ici. Ça fait très, très longtemps. Mais j'ai adoré ça. Moi, je n'étais pas quelqu'un qui était très manuel, donc soulever des charges ou aller très rapidement, c'était pas trop mon truc. J'aimais beaucoup l'informatique, donc je me suis vraiment plu ici. C'est vraiment une très belle expérience. Puis je pense que j'aurais pas pu rêver de mieux, surtout pour un emploi étudiant. Considérant que souvent, on voit des étudiants qui ont des jobs sales, si on peut dire, des choses qui les passionnent pas vraiment, mais moi, ça m'a été droit au cœur. J'ai vraiment adoré mon parcours ici. Exact. Puis aussi, les horaires de travail sont flexibles plus que peut-être. On ne travaille pas la fin de semaine, on s'entend. Donc, ben, du coup, peut-être le samedi à cause du bingo, là, mais je veux dire, à comparer, exemple, Tim Hortons, où que tu travailles temps partiel, que c'est que la fin de semaine, ça donne une opportunité. Puis aussi, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent de nuit, même pendant qu'ils étaient au secondaire. Moi, je trouvais ça un peu insensé. C'est un peu poche pour eux. Là. Ils ont des travaux à faire puis tout, mais ici, c'est 9 à 5, puis c'est tranquille. Puis moi, je faisais les étés, donc ça allait bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Puis, en fait, comment ça t'a aidé, ce programme-là, à rentrer sur le marché du travail? Bien, c'est ça. Moi je suis un peu gêné. Je l'étais à l'époque. La TV m'a un peu déniaisé, si on peut dire. Mais j'étais très timide, puis je pense que ça a mis une distance convenable entre l'employeur et moi. Et ça m'a intégré facilement au monde du travail, tu sais. Ça m'a même donné une formation hyper bénéfique pour mon développement professionnel. Donc vraiment, je suis très reconnaissant de ce programme-là. C'est ça, puis il y a aussi Carrefour Jeunesse Emploi qui te soutient tout au long la première été, si je peux dire ça comme ça. Fait que ça fait en sorte que si tu as des problèmes, ça soutient aussi les entreprises. En étant une entreprise qui participe, ça doit être le fun de voir que tu as un soutien. On dit des fois que quand on commence à 14-15, on n'est peut-être pas autant mature que quand tu as un deuxième, troisième emploi. Fait que ça doit être un peu aussi, je pourrais dire... Bien, je vais continuer là-dessus en disant que j'aimais beaucoup parce que le programme, donc il y a une dame qui travaille pour cet organisme-là, si on peut dire, qui venait l'été. Elle était là avec ma patronne, puis on jasait les trois ensemble, puis on se partageait. Si j'avais des inquiétudes par rapport au travail, on en jasait. La patronne disait ouvertement comment elle me trouvait en employé, puis c'était très, très positif. Là. Donc, je trouvais que ça faisait beaucoup plus de communication, surtout avec un jeune qui est peut-être mal à l'aise, ça peut arriver. Ouais, donc, ou comme tu dis, gêné, tu veux pas, c'est pas... moi, avec mon expérience de travail qui était dans un Tim Hortons, on s'entend que la reconnaissance, le fait de t'asseoir avec ton patron, ça n'existe pas vraiment. Ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis c'est un peu normal, mais en ayant un organisme qui est en arrière. Oui, c'est ça met en accent le côté humain. Exact. On n'est pas juste un numéro, on a des contacts, puis on a le compte-rendu du patron, si on peut dire. Exact. Le bon côté, évidemment, c'est la vaccination qui approche, mais quand les experts de la santé publique mettent ça tout ensemble, ils voient que dans les prochaines semaines, bon, d'abord, quand on regarde les régions, il y a des régions, quand on regarde les hôpitaux, où on peut voir une certaine stabilité, puis il y a une petite marge de manœuvre. Mais il y a d'autres régions où il n'y a aucune marge de manœuvre. Puis donc, puis il semble que c'est même pas un si, mais c'est plus quand il va y avoir une augmentation des hospitalisations dans ces régions-là, bien, on va se retrouver dans une situation qui est difficile. Donc, c'est en tenant compte de ce contexte qu'on a eu à prendre des décisions qui ne sont pas faciles. C'est pour ça que je vous annonce que lundi prochain, le 8 mars,
les régions de la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie, Centre du Québec vont passer au palier orange. Donc, ces régions-là, ça veut dire que les gyms, les sports à deux, les salles de spectacle, les restaurants vont pouvoir rouvrir, donc dès lundi prochain jusqu'à 9 h le soir, puis le couvre-feu va passer à 9 h 30 le soir dans ces régions-là. Je rappelle que dans les zones oranges, les enfants qui sont avant la 5e année n'ont pas à porter de masque, puis on a fait aussi un accommodement. Dans toutes les zones oranges, le nombre de personnes maximum dans les lieux de culte va passer de 25 à 100. Donc ça, c'est pour Québec, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Mauricie, Estrie et Centre du Québec. Maintenant, pour ce qui est de Montréal, Laval, Montérégie, Lanaudière, Laurentides, la santé publique prévoit que dans les prochaines semaines, il va y avoir une augmentation des cas et des hospitalisations. Donc, on ne peut pas, dans cette situation-là, changer la couleur de ces zones. Donc, ces zones vont rester rouges par prudence. Justement, vous avez dit que vous prévoyez dans certaines régions, là, Laurentides, Lanaudière, notamment, une augmentation du nombre de cas et d'hospitalisation. J'aimerais vous entendre là-dessus. Pour l'instant, ils ont un bilan qui est plutôt favorable. Alors, qu'est-ce que vous prévoyez? Combien de cas? Est-ce qu'il y a des variants dans ces endroits-là? Puis est-ce qu'il y a des éclosions qu'on ne connaît pas encore? Si je peux me permettre de répondre, M. le Premier ministre, il faut voir que les projections qu'on a eues ont des énormes intervalles de confiance. Mais ce que je voudrais vous dire, ce qui va nous aider, c'est clair que dans le rouge, compte tenu de la concentration de variants, puis il y a des éclosions dans ces territoires-là, on sait qu'il y a eu des variants dans des éclosions au niveau scolaire, etc. Ce qui va nous aider, c'est qu'il y a toute une série de mesures. Hein, je veux juste que vous compreniez que quelque part, même, il y a toute une série de mesures qui sont encore en maintien. Et je pense qu'avec une capacité de traçage, de dépistage des équipes de santé publique, en contrôlant les éclosions, en respectant les consignes qu'on vous dit, on a le couvre-feu qui est maintenu, c'est pas pour rien, c'est pour éviter les rassemblements, la transmission communautaire. On a l'interdiction des contacts privés à la maison, on a encore le télétravail obligatoire. Tout ça, ce sont des choses qui vont nous aider à justement contrôler cette transmission-là comme telle. On pense que, parce que quand les variants s'installent, il y a une augmentation, mais comme dit le premier ministre, c'est de retarder tout ça avec une quantité importante de vaccination. C'est là qu'est l'enjeu. Notre période, elle est, je vous dirais, critique parce que si on relâche trop, là, ça va se mettre à monter de façon significative avant que les gens soient vaccinés. Mais si on est encore rigoureux et qu'on applique toutes ces mesures-là comme telles, même l'impact de la semaine de relâche que les gens pour lesquels on a des préoccupations et que nous aussi ça nous préoccupe, si on maintient les autres situations en place, on va être en mesure, à mon avis, d'être en contrôle. Mais on va voir des nombres de cas. Ce qui est important, c'est de respecter toutes les consignes pour que, au lieu de monter comme ça monte progressivement. Des régions comme, par exemple, la Lanaudière ou la Montérégie, ce sont de grandes régions. Elles sont toutes dans le rouge. Évidemment que la situation, par exemple, je pense à Montérégie, à Longueuil, est peut-être plus inquiétante qu'à Saint-Cyprien-de-Napierville. Pourquoi ne pas avoir créé des sous-régions, comme ça s'est vu, par exemple, au printemps, par exemple, dans la Capitale-Nationale? La Capitale-Nationale avait une couleur, Charlevoix en avait une autre. Pourquoi, là, vraiment, on y va à la grandeur des régions, à la place d'y aller vraiment là où il y a des problèmes? Bien, je peux peut-être commencer en disant, quand on regarde d'abord de façon détaillée les sous-régions, on voit, exemple, dans les Laurentides, la sous-région qui est la plus affectée, c'est Antoine-Labelle, là, dans le coin de Mont-Laurier, dans le nord. Quand on compare la Naudière-Nord et la Naudière-Sud, il n'y a pas une grosse différence. Quand on va dans Montérégie, on voit que ce n'est pas nécessairement à Longueuil que c'est le pire, mais c'est plus dans le coin de Richelieu. Donc, c'est pour ça là, que... Puis en plus, il y a une autre raison, c'est que les hôpitaux de ces régions-là desservent l'ensemble des régions. Donc, si ça va mal, puis déjà c'est serré, mettons, dans la Naudière, à Joliette, à Terrebonne, c'est les deux hôpitaux qui desservent toute la région. Même chose avec Saint-Jérôme, Deux-Montagnes, dans les Laurentides.
Si on prend les hôpitaux dans Montérégie, c'est la même chose, ils desservent une immense région. Donc, c'est difficile de découper les régions sans tenir compte des grands hôpitaux de ces régions-là. Bon, d'abord, si on parle des régions rouges, on va recommencer le parascolaire, les sports à l'école à partir du 15 mars. Deuxièmement, la semaine prochaine, on va annoncer des assouplissements dans le sport. Maintenant, le variant britannique là, est malheureusement présent dans certaines régions, puis il y a un risque réel de troisième vague. Donc, on n'a pas le choix actuellement. Puis je comprends que les gens sont tannés. On est tous tannés. Mais en même temps, il faut être capable de rester prudent. On ne veut pas se retrouver dans la situation qu'on avait en janvier dans nos hôpitaux et on ne veut pas continuer à délester des chirurgies et des traitements dans nos hôpitaux de la grande région de Montréal. Donc, c'est pour ça qu'on est prudent. C'est pas pour le plaisir. Puis, écoutez, le variant, il y a quelques mois, il n'y a personne qui parlait de ça. On a quand même ouvert certaines activités pour la relâche scolaire, puis on laisse ça ouvert. Donc, on pense aux patinoires, aux piscines municipales, au cinéma. Donc, il y a eu des efforts de fait, mais à un moment donné, à l'impossible, nul n'est tenu. Alors bonjour tout le monde, donc c'est moi Xavier qui est de retour pour une nouvelle chronique astrologie. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va commencer comme à notre habitude avec le premier signe du zodiaque, le Bélier, qui est né entre le 21 mars et le 19 avril. Le Bélier devient plus déterminé en amour cette semaine. La relation de couple manque peut-être de douceur et de piment, mais ça va changer cette semaine. Il y a beaucoup plus de passion dans votre couple. Il va y avoir une réinvention dans les règles établies qui va faire que la relation va bouger un peu et que la flamme de la passion va se raviver. Il va y avoir un succès en affaires, surtout dans les projets que vous allez entreprendre en famille. Donc, n'hésitez pas à mélanger argent et famille, ça va être très fructueux pour vous cette semaine. Le Taureau, qui est né entre le 20 avril et le 20 mai, la relation amoureuse se reconstruit peu à peu. Il va falloir comprendre son partenaire et faire certains sacrifices pour que la relation fonctionne de nouveau. Le mois commence très positivement sur le plan professionnel. Vous allez être porteur de nouveaux projets dont vous serez très fier par son efficacité. On sent que vous arrivez mieux à gérer, mieux que d'habitude, votre temps. Donc, apprenez à utiliser à bon escient votre temps, surtout au travail. C'est une excellente semaine pour les Gémeaux en amour. Vous allez profiter des bienfaits de la Lune en excellente relation avec les planètes qui, de la zone astrale du Verseau, les aident en leur apportant de grands changements et qui vont vous permettre d'exprimer vos sentiments. La planète régente rejoint Jupiter dans un signe de votre élément qui est air, entraînant une opportunité spéciale pour gagner de l'argent. Donc, les affaires vont être très bonnes pour vous. Pour le Cancer qui est né entre le 21 juin et le 22 juillet, ne jouez pas sur plusieurs tableaux et contrôlez votre jalousie que vous pourriez causer à votre partenaire en adoptant des attitudes qui sont peu correctes. Il ne mérite pas du tout que vous fassiez du mal à son cœur. Donc, essayez de régler vos amours et essayez de reprenez confiance en vous et confiance en votre couple notamment. Les personnes ayant moins de pouvoir et de responsabilité que vous ressentiront une grande admiration et beaucoup de respect. Ils te prendront comme référence ou guide et cela te plaira beaucoup. Pour les lions qui sont nés entre le 23 juillet et le 23 août, des personnes externes à ta relation essaieront de s'immiscer pour la faire échouer. Donc, il va falloir essayer de mettre de côté ces gens-là qui peuvent nuire à ton couple. Le célibataire débute une période très amusante et chargée au cours de laquelle il fera de nouveaux amis et profitera de rencontres intimes en toute liberté. Le lion a beaucoup d'ambition et va être projeté du haut de l'échelle cette semaine par son intuition, par ses nombreux projets et ses efforts. Vous allez consacrer une grande partie de votre énergie au travail et à aider les autres. Pour le signe du Vierge, qui est né entre le 24 août et le 22 septembre, vous allez traverser une bonne période pour cultiver l'amour-propre. Vous savez que savoir s'aimer, c'est la première étape pour donner de l'amour à un partenaire et aux autres. Donc, il va falloir se recentrer sur soi cette semaine pour le signe du Vierge. Vous allez ressentir une bonne énergie qui vous aidera à passer à travers une semaine relativement tranquille
au cours de laquelle vous allez peut-être commencer à esquisser de nouveaux projets sans toutefois les débuter. Pour le signe du Balance, donc qui est né entre le 23 septembre et le 22 octobre, la première semaine de mars, Balance commence par quelques difficultés en amour. Cependant, votre désir de tendresse vous conduira à vivre l'amour de manière plus ouverte en communiquant mieux vos sentiments à votre partenaire. Le signe du Scorpion, qui est né entre le 23 octobre et le 21 novembre, eh bien, c'est quand même positif pour le Scorpion. Les astres vous pousseront à trouver une façon plus aimable de communiquer avec votre partenaire. La planète Mars influence grandement le signe du Scorpion et ce qui va faire en sorte que vous allez vous éloigner de votre signe complémentaire, le Taureau. Vous allez commencer à exprimer aussi une douceur au niveau de votre âme et une énergie sensuelle pourrait se démarquer. C'est une semaine fantastique pour les natifs qui ont leur propre entreprise, donc en affaires, ça va très très bien. Les projets créatifs vont aussi peut-être naître cette semaine. Pour le signe du Sagittaire, qui est né entre le 22 novembre et le 21 décembre, eh bien cette semaine, vous êtes aussi influencé par Mars. En effet, vous allez bientôt vivre de belles opportunités pour assouvir vos désirs profonds de tomber amoureux. Sur le plan professionnel, l'engagement et les idées innovantes seront essentielles pour atteindre vos objectifs. Même si cette semaine s'annonce stressante, elle sera au final très bonne au travail. Pour le signe du Capricorne, qui est né entre le 22 décembre et le 19 janvier, eh bien, le début de la semaine s'annonce très tendu. Donc, le couple va vivre des petits bouleversements. Il va falloir porter plus attention à son couple et essayer de ne pas être trop têtu. Votre partenaire pourrait devenir la priorité à vos yeux suite à ces petits bouleversements. Cette semaine en affaires, vous allez signer peut-être plus de papiers, de contrats que d'habitude et ces contrats-là iront à votre avantage, surtout en ce qui concerne les papiers de justice. Pour le signe du Verseau, qui est né entre le 20 janvier et le 19 février, eh bien, cette semaine, vous allez commencer à préférer les aventures éphémères aux relations plus durables. Cependant, ce penchant vers la liberté pourrait courir à votre perte. Donc, essayez de rechercher les histoires d'amour plus solides. Sur le plan professionnel, les choses ne pourraient pas aller mieux pour vous. Vous aurez non seulement de bonnes relations avec vos collègues, mais aussi avec vos clients si vous êtes dans le secteur commercial. Les poissons en couple parviendront à raviver la flamme et si vous êtes en fin de relation, eh bien, ça va se terminer en bons termes. Vous allez garder des liens très forts. Le célibataire ne se privera de rien et appréciera satisfaire ses besoins. Une nouvelle relation pourrait naître de cette attitude. Le poisson pourrait se débarrasser de ses insécurités cette semaine et ça va vraiment consterner tous ceux qui sont autour de lui parce que c'est un peu inhabituel pour lui de chasser les éléments mauvais de sa vie. Les astres ne jouent pas en ta faveur en matière d'investissement par contre au niveau des affaires, donc fais attention un peu pour le signe du poisson. Donc, merci beaucoup. C'était ma capsule astrologie. J'espère que vous avez apprécié et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. Merci beaucoup.